En 1992, une famille amiche entière de 7 personnes a disparu de sa ferme de Pennsylvanie, ne laissant derrière elle qu'un simple mot manuscrit. On pouvait y lire qu'ils rendaient visite à des proches pour le week-end. Mais ils ne sont jamais revenus. 10 ans plus tard, lors d'une cérémonie commémorative organisée en leur honneur, la communauté s'est réunie pour fouiller dans de vieux objets. C'est là, au milieu de visages familiers et de souvenirs qui s'estompaient, que quelqu'un a repéré un détail effrayant que tout le monde avait négligé. Un indice qui pourrait enfin révéler ce qui leur est réellement arrivé. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le plancher grinçant de la maison de Levi Lapp à New Holland, en Pennsylvanie. Ce jour, comme chaque année, n'était pas une fête, mais un souvenir solennel. 10 ans. Une décennie entière s'était écoulée depuis que son frère Aaron, sa belle-sœur Myriam et leurs 5 enfants Ellie, Michael, Sarah, Ruth et la petite Daisy avaient disparu sans explication. Il ne restait qu'un mot, déposé discrètement sur la table de la cuisine. Levi ajusta l'une des chaises en bois, désormais disposée à la place de ses meubles habituels. Sa maison avait été transformée avant l'aube, réaménagée pour le rassemblement commémoratif. Là où se trouvait habituellement un canapé confortable, des rangées bien ordonnées de chaises simples faisaient désormais face à l'avant de la pièce. La table basse avait été déplacée dans la grange, libérant ainsi l'espace pour la petite cérémonie qui allait commencer. À 8 heures précises, les membres de leur communauté amiche de l'ancien ordre arrivèrent en silence. Les hommes portaient des costumes noirs et des chapeaux à large bord. Les femmes, vêtues de voiles de prière et de robes sombres, portaient le poids des années dans leurs pas silencieux. Elles priaient. Elles chantaient des hymnes en néerlandais de Pennsylvanie. Elles évoquaient des souvenirs de la famille Lapp, de doux souvenirs enveloppés de chagrin. Le pasteur Yodar a parlé de la foi dans les moments d'épreuve, de la confiance en Dieu même lorsque son dessein restait caché. L'horloge sur la cheminée indiquait maintenant 10h30, et la partie formelle de la réunion était terminée. La plupart des fidèles étaient retournés à leur ferme et à leurs tâches quotidiennes. Seul un petit cercle restait, la famille proche, des amis de confiance et quelques anciens qui connaissaient Aaron depuis l'enfance. Lévi regarda autour de lui le cercle qui s'estompait. Ses cousins, Samuel et Rebecca Baer, étaient assis côte à côte. La barbe de Samuel était maintenant jalonnée de mèches grises qui n'étaient pas là 10 ans plus tôt. Mary Staltzfus, autrefois la meilleure amie de Myriam, s'essuya les yeux avec un mouchoir blanc et doux. Le vieux Joseph King, dont la terre jouxtait celle d'Aaron, restait immobile, les yeux fixés sur ses mains jointes. « On y va » demanda doucement Lévi en désignant la table de la cuisine, désormais au centre de la pièce. Le groupe s'était rassemblé en cercle serré. Sur la table étaient disposés des objets personnels, des photos, des souvenirs, de petits objets ayant appartenu à la famille disparue. Et au centre, scellé dans une pochette en plastique transparent, reposait le mot. Le mot qui avait tout changé. Lévi le ramassa, bien qu'il n'eût plus besoin de lire les mots, il les avait mémorisés depuis longtemps. C'était écrit de l'écriture soignée et soignée d'Aaron. Parti en week-end. Visite de la famille pour des affaires religieuses. On revient lundi. Ne t'inquiète pas pour les animaux, j'ai demandé l'aide des voisins. Aaron. Chaque année, nous lisons cela, murmura Marie, la voix serrée par l'émotion. Et chaque année, je me demande quelles questions d'église vont bien pu les faire partir si soudainement. Et quelle famille? Samuel a ajouté, nous sommes leur famille. La communauté a contacté tous nos proches en Ohio, en Indiana, et même jusqu'en Ontario. Personne ne les a vus. Esther prit une photo, prise quelques jours avant leur disparition. Elle montrait la famille réunie sur leur porche. Aaron, grand et barbu, portait son chapeau de paille. Myriam se tenait à ses côtés, tenant la petite Daisy. Les enfants se tenaient côte à côte, souriants et innocents dans leurs vêtements simples. Derrière eux, une corde à linge dansait doucement au vent. De si beaux enfants, murmura Esther. Ellie aurait 23 ans maintenant. Michael, 21. Sarah, 19. Ruth, 14. Et Daisy. Sa voix tremblait. Elle aurait 10 ans. Lévi prit le dossier en papier craft contenant les copies des rapports de police. L'enquête avait été de courte durée, ralentie par la réticence de la communauté à impliquer des autorités extérieures au-delà du rapport initial. Après quelques jours d'interrogatoire et l'absence de tout soupçon, l'affaire avait été classée comme disparition volontaire. Clôturée. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, dit Joseph King, comme s'il lisait dans les pensées de Lévi.
Nous ne sommes pas du genre à nous précipiter chez la police anglaise pour lui faire part de nos problèmes. Nous pensions qu'elle reviendrait. Mais ils ne l'ont pas fait, dit Rebecca doucement. Et chaque année, on se réunit et on se demande si on n'aurait pas dû faire plus. Daniel Zuck, un autre membre de la communauté, prit une photo de la police. Il l'examina avec une attention particulière. C'était la même photo du Porsche qu'Esther avait tenu, mais celle-ci était la copie officielle, légèrement plus nette et plus grande. Lévi, dit Daniel, la famille de ton frère, ils avaient prévu de partir ce matin-là, n'est-ce pas? Lévi hocha la tête. C'est ce que disait le mot. Pourquoi? Daniel tourna la photo vers le groupe et désigna l'étendoir à linge en arrière-plan. Regardez ça. Le linge est encore étendu. Encore humide en bas. Vous disiez que c'était le matin. Et alors, demanda Samuel. Alors, poursuivit Daniel, pourquoi Myriam ferait-elle la lessive s'ils étaient sur le point de partir en week-end? Les vêtements seraient abîmés par la pluie, les insectes ou décolorés par le soleil. Aucune ménagère amiche ne laisserait ses vêtements dehors pendant 3 jours. Tout le monde se pencha. Marie halta. C'est un gilet, demanda-t-elle. Il a l'air trop brillant pour être à nous. Lévi plissa les yeux. Parmi les bleus et les noirs discrets des vêtements traditionnels amish, quelque chose de fluorescent pendait étrangement. C'était jaune vert néon. Son cœur a fait un bond. C'est un gilet de police, a-t-il dit. La police, répéta Esther, surprise. Officier Brenet, dit lentement Lévi, le souvenir refaisant surface. Paul Brenet. Il était proche d'Aaron. Il aidait parfois notre communauté, il réparait des clôtures, prêtait des outils, aidait à la construction de granges lorsqu'il n'était pas en service. Un bon Anglais. Toujours respectueux de nos coutumes. Joseph hocha la tête. Il ne nous a jamais poussés à nous moderniser. Toujours bienveillant. Mais pourquoi son gilet serait-il dans le linge de Myriam, demanda Marie. Lévi examina à nouveau la photo. Maintenant qu'il savait quoi chercher, le mot « police » était partiellement visible sur la surface brillante du gilet. Je ne me souviens pas qu'il l'ait jamais réclamé, dit Lévi. Même après la disparition, il est venu plusieurs fois prendre de nos nouvelles, ainsi que celles de notre mère. Mais jamais au sujet du gilet. Maritka, ajouta-t-il en parlant de sa défunte épouse, elle a emballé une grande partie des affaires d'Aaron et Myriam quand il est devenu évident qu'ils ne reviendraient pas. Le gilet est peut-être encore avec leurs affaires. Esther posa doucement la photo. Ses mains tremblaient. On devrait peut-être parler à l'agent Brenet. Ça ne veut peut-être rien dire, mais après 10 ans, même le plus petit détail pourrait avoir de l'importance. Lévi hésita. Mère, que pouvait-il bien faire maintenant? 10 ans se sont écoulés. La police anglaise a classé l'affaire. Nous avons choisi de laisser tomber. De faire confiance à Dieu. Mais nous n'avons jamais vraiment trouvé la paix, intervint Marie. Nous disons accepter, mais nous nous réunissons chaque année parce que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Peut-être que la volonté de Dieu nous pousse enfin à demander. Je vais retrouver le gilet, décida Lévi d'une voix calme. Au moins, je devrais le rendre à l'agent Brenet. C'est la chose à faire. Et quand je l'aurai fait, je parlerai du linge. On verra ce qu'il se rappelle. Le groupe acquiesça. Pendant un instant, il n'y eut aucun bruit, hormis le tic-tac de l'horloge et le léger craquement du vieux plancher. Ils restèrent une demi-heure de plus, passant délicatement en revue les derniers objets, le recueil de cantiques d'Aaron, le dé à coudre de Myriam, des dessins d'enfants et une poupée en feuilles de maïs ayant appartenu à Sarah. Chaque objet était présenté comme une bénédiction, accompagné de larmes silencieuses ou de prières murmurées. Finalement, à l'approche de midi, le rassemblement commença à se dissoudre. Chaque famille serra Lévi et Esther dans ses bras, leurs paroles de réconfort étant usées par le temps. On se voit à l'église dimanche, dit Samuel en remettant son chapeau sur sa tête. Merci de nous avoir accueillis cette année, a ajouté Rebecca. Cela signifie beaucoup, de se souvenir d'eux dans une maison, pas seulement dans le lieu de réunion. C'était l'idée de maman, dit Lévi en jetant un coup d'œil à Esther. Elle pensait que peut-être, être ici, là où Aaron a passé tant de temps, pourrait nous aider à découvrir la vérité. Un par un, les poussettes disparurent sur le chemin de gravier jusqu'à ce qu'il ne reste que Lévi et sa mère. Esther commença à rassembler les photographies et les papiers, ses mouvements étant lents, précis et pleins de soin. Je t'aiderai à remettre les meubles en place,
proposa doucement Lévi. Esther commença à rassembler les photos et les papiers, ses gestes lents, posés, empreints d'une révérence silencieuse. Elle manipulait chaque objet comme s'il contenait non seulement un souvenir, mais quelque chose de vivant, un fil conducteur encore relié à ceux qui avaient disparu. Lévi s'installa à côté d'elle et commença à empiler les chaises en bois, les mains méthodiques, l'esprit ailleurs. Alors qu'il s'approchait de la dernière chaise, son regard se posa à nouveau sur la note posée sur la table. 10 ans, et l'écriture semblait encore fraîche. Trop fraîche, presque. Quelque chose en elle le tira. Il la reprit, la retourna entre ses doigts, comme si une vérité cachée allait enfin se révéler dans les fibres du papier. Esther le regarda. « Tu as toujours cru qu'il reviendrait, n'est-ce pas ?» Lévi ne répondit pas au début. Le silence persista comme un souffle retenu. « Avant, oui, dit-il enfin. Pendant longtemps. Je pensais qu'il apparaîtrait peut-être au bord du champ un matin, Aaron faisant signe comme si de rien n'était. Des îles et poursuivant. Mais chaque année qui passait, j'ai cessé d'attendre et j'ai commencé à me poser des questions. » Esther s'assit lentement dans son rocking-chair près du foyer, celui où elle racontait des histoires aux enfants. Le tissu des accoudoirs était usé. « Je crois que je l'ai toujours su, dit-elle doucement. Pas dans ma tête, mais au plus profond de moi. Une mère ressent ces choses, même lorsqu'elle prie pour autre chose. Le jour où ils ont disparu, je me souviens que les chevaux refusaient de se calmer et que le vent était mauvais, il venait de l'est, violent comme un avertissement. Mais je n'ai rien dit. » Lévi remit le mot dans sa pochette. « Il n'est pas trop tard, dit-il. Pour poser des questions. Pour suivre les pièces. » Esther hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur la cheminée. « Fais attention où mènent les questions, mon fils. Parfois, la vérité a un prix. » Dehors, le vent s'était levé, balayant les hautes herbes, les courbant comme des murmures traversant le temps. Un corbeau lança un cri au loin, aigu et soudain. Lévi regarda par la fenêtre, là où la lisière de la forêt rejoignait l'horizon. Au-delà de cette ligne, au-delà du silence, il sentit que quelque chose l'attendait encore. Pas seulement des réponses. Mais un bilan. Il se tourna vers sa mère et lui adressa un doux sourire, usé par le chagrin mais toujours empreint de détermination. « Je vais commencer par le gilet. » Et tandis que le soleil de fin d'après-midi entrait par la fenêtre, projetant de longues rayures dorées sur les vieilles planches du plancher, Lévi savait que le souvenir de cette année n'était pas terminé, il n'avait fait que commencer. Elle lui a dit, « Non, maman, repose-toi. Je te ramènerai à la maison et je m'en occuperai moi-même plus tard. » Lévi se dirigea vers le tiroir de la cuisine. Ses doigts retrouvèrent le poids familier de 2 clés en laiton sur un simple anneau, l'une pour la maison d'Aaron, l'autre pour la ferme abandonnée sur la parcelle de terrain qu'Aaron avait possédée. Elles étaient froides dans sa paume, inutilisées depuis des mois. Ils se dirigèrent vers son buggy. L'une des rares concessions que le Rordnoug autorisait au monde moderne était que Lévi conserve une voiture pour son entreprise de fabrication de meubles. Lévi l'aida à monter, le cœur lourd d'une année passée sans réponse. Alors qu'il parcourait la courte distance qui les séparait de la petite maison de sa mère, baignée de courants d'air, sur la propriété familiale, il ne pouvait se débarrasser de l'image de ce gilet de police accroché au linge de sa belle-sœur, une note lumineuse et incongrue dans ce qui aurait dû être une matinée ordinaire, il y a 10 ans. Après avoir déposé sa mère à sa petite maison, Lévi décida de se rendre immédiatement chez Aaron. Il ne lui fallut que 10 minutes par les routes de campagne. Lévi avait évité de venir ici ces derniers temps, la vue de la propriété vide ne manquait jamais de réveiller des émotions difficiles. Alors qu'il s'engageait dans l'allée envahie par la végétation, il remarqua comment l'érable qu'Aaron avait planté l'année précédant sa disparition dominait désormais le porche, ses branches grattant le toit par endroits. La clé tournait avec difficulté dans la serrure. À l'intérieur, l'air était vicié et lourd de poussière. Des rectangles pâles sur les murs indiquaient les endroits où des tableaux avaient été accrochés. Ribka avait emballé la plupart des objets de valeur et personnels après la première année, lorsque l'espoir du retour de la famille avait commencé à s'estomper. Lévi commença ses recherches aux endroits évidents. Le placard du couloir ne rapporta que des crottes de souris et quelques cintres. Le débarras attenant à la cuisine, où Myriam avait rangé ses conserves, était vide, à l'exception d'étagères poussiéreuses. Il gravit l'étroit escalier, chaque marche grinçant sous son poids. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. Le cadre du lit était toujours là, dépouillé de son matelas depuis des années. Mais là, au pied du lit, se trouvait un coffre en bois dont il se souvenait.
Lévi s'agenouilla à côté et souleva le couvercle. Les charnières protestèrent, mais tinrent bon. À l'intérieur, Ribka avait soigneusement rangé des objets qui devaient lui sembler trop personnels pour être jetés, mais trop douloureux pour être vus quotidiennement. Une chemise de travail d'homme, encore marquée par les épaules d'Aaron. Un cheval en bois, usé par les manipulations. Et là, soigneusement plié par-dessus, le gilet de police fluorescent. Il le souleva avec précaution. Police était inscrit au dos en lettres réfléchissantes, et sur le devant, un petit patch indiquait « P. Brené » avec une couture soignée. Le gilet était propre, soigneusement lavé et séché par Myriam 10 ans auparavant. Lévi referma doucement le coffre et se leva, le gilet à la main. Il sortit son téléphone portable, une autre adaptation aux impératifs professionnels, et fit défiler l'écran jusqu'au numéro personnel de l'agent Brené. Ils avaient échangé leurs coordonnées des années auparavant, lorsque Brené avait participé à une enquête sur un acte de vandalisme dans le magasin de meubles. Le téléphone sonna 4 fois avant de tomber sur la messagerie. La voix familière de Brené lui demanda de laisser un message. Lévi raccrocha sans un mot. L'idée d'expliquer cela par un enregistrement lui semblait étrange. Il envisagea d'appeler directement le commissariat, mais hésita. La relation entre les Amish et les forces de l'ordre anglaises était complexe, respectueuse, mais distante. L'idée de devoir composer avec un fil d'actualité, de s'expliquer auprès d'un opérateur, d'être éventuellement muté plusieurs fois. Non. Il vaut mieux régler ça en personne, face à face, comme c'était leur habitude. Lévi glissa le gilet sous son bras et redescendit. Il ferma la porte à clé et se dirigea vers sa voiture, puis s'arrêta. Quelque chose le taraudait, une vieille conversation avec Aaron, des années avant la disparition. Son frère avait évoqué la pression des promoteurs, des gens qui voulaient acheter le terrain pour un projet. Lévi fit le tour de la maison, curieux de savoir si ses plans avaient abouti. Depuis la véranda, la vue montrait des terres agricoles inchangées s'étendant à perte de vue. Quel que soit le projet d'aménagement envisagé, il ne s'était jamais concrétisé. Les mêmes clôtures à perches délimitaient les propriétés. Le même bosquet de chênes montait la garde à l'extrémité de ce qui avait été la terre d'Aaron. 10 ans et rien n'avait changé. Lévi retourna à sa voiture, déposant soigneusement le gilet sur le siège passager. Il se fit un devoir d'inspecter la ferme. Les propriétés ne pouvaient rester abandonnées éternellement. Le commissariat de New Holland était un modeste bâtiment en briques à la sortie de la ville, son drapeau américain flottant dans la brise de l'après-midi. Lévi se gara prudemment et franchit les portes vitrées, son gilet fluo sous le bras. L'intérieur sentait le café et la cire à plancher, et un jeune officier était assis derrière un bureau de réception. « Bonjour », dit Lévi en s'approchant du bureau. « Je cherche l'agent Paul Brené. Est-il disponible ?» L'agent de bureau, dont la plaque signalétique indiquait Jenkins, leva les yeux de son écran d'ordinateur. « Brené ? Il est sur le terrain depuis midi environ. Puis-je vous aider ou prendre un message ?» Lévi déplaça le gilet dans ses mains. « C'est une affaire personnelle. J'ai quelque chose qui lui appartient, depuis un moment. Quand penses-tu le voir revenir ?» Jenkins haussa les épaules. « Difficile à dire avec le service sur le terrain. Ça pourrait être dans 1 heure. Ça pourrait être à la fin de la garde. Je peux prendre tes informations et lui demander de t'appeler. » « Non, merci, dit Lévi. Je réessayerai plus tard. Je préfère régler ça en personne. »« Comme tu veux, dit Jenkins, se retournant déjà vers son écran. Il est généralement là le matin si tu veux essayer demain. » Lévi hocha la tête et quitta la gare. De retour dans sa voiture, il resta assis un moment à réfléchir à ses options. La ferme avait encore besoin d'être inspectée, et il était déjà parti. Il pourrait revenir à la gare plus tard dans l'après-midi, ou peut-être demain matin. Il quitta la ville en voiture, empruntant la route sinueuse qui menait aux propriétés plus rurales. La ferme d'Aaron se trouvait sur 40 acres de bonne terre, séparée de la maison, à environ 15 minutes plus loin dans la campagne. Il était à peu près à mi-chemin, traversant une étendue de fermes amish, lorsqu'il remarqua quelque chose d'anormal chez les Yodé. 2 hommes en uniforme sombre se tenaient près d'un camion noir, et Jacob reculait, les mains levées en signe de défense. Lévi s'arrêta immédiatement et sortit de sa voiture. En s'approchant, il entendit des voix s'élever. « Je vous l'ai dit hier et avant-hier, » dit Jacob avec un accent anglais prononcé. « Cette terre n'est pas à vendre. Elle appartient à ma famille depuis des générations. Les temps changent, monsieur Yodé,
dit l'un des hommes en uniforme. Son uniforme était étrange, bleu foncé ou noir, mais sans écusson de service, sans numéro de badge, sans aucune identification. Notre offre est plus que généreuse. Vous pourriez acheter des terres ailleurs. De meilleures terres. Il n'y a pas de meilleure terre que celle que Dieu nous a donnée à cultiver, répondit fermement Jacob. S'il te plaît, quitte ma propriété. Le deuxième homme s'approcha de Jacob, sa posture menaçante. Vous, les Amish, pensez que vous pouvez rester assis sur des biens immobiliers de valeur pour toujours, sans rien apporter au progrès, à l'économie? Il y a un problème ici, cria Lévi, marchant plus vite. Les trois hommes se retournèrent. Le visage de Jacob exprimait du soulagement en voyant un visage familier. Les deux hommes en uniforme échangèrent un regard. Pas de problème, dit doucement le premier homme. Juste une discussion d'affaires. On dirait que Monsieur Yodé ne s'intéresse pas à vos affaires, dit Lévi en se positionnant à côté de Jacob. Il vous a demandé de partir. La mâchoire du deuxième homme se serra. Et vous? Un voisin. Et quelqu'un qui s'apprête à appeler la police si vous ne respectez pas le souhait de cet homme d'être laissé tranquille. Lévi sortit son téléphone portable, s'assurant qu'il puisse le voir. Les deux hommes se regardèrent à nouveau. Le premier fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite qu'il jeta par terre aux pieds de Jacob. Réfléchissez à notre offre, Monsieur Yodé. Nous reviendrons. Ils se dirigèrent vers leur camion avec une lenteur délibérée, comme pour montrer qu'ils n'étaient pas intimidés. Lévi mémorisa la plaque d'immatriculation en s'éloignant, même si le camion ne portait aucun logo ni marque d'identification. Merci, Lévi, dit Jacob une fois qu'ils furent partis, se penchant pour récupérer la carte de visite. Ils sont venus tous les jours cette semaine. Toujours les mêmes, ils veulent acheter mon terrain. De plus en plus insistants. Pourquoi le veulent-ils? Demanda Lévi. Jacob haussa les épaules. Ils parlent de développement, de progrès, de meilleure utilisation des terres, mais sans donner de détails. Il s'arrêta, l'air troublé. Vous savez, quelque chose de similaire s'est déjà produit, il y a une dizaine d'années. Des hommes différents, mais la même pression, le même vague discours sur le développement. Puis tout s'est arrêté, soudainement. Lévi sentit un frisson, malgré l'après-midi chaud. Il y a 10 ans, dit-il doucement. À l'époque où mon frère a disparu. Oui, maintenant que tu le dis, peut-être quelques mois auparavant, Aaron avait aussi reçu la visite d'hommes. Je me souviens qu'il s'en inquiétait, qu'il en avait parlé à l'évêque, puis. La voix de Jacob s'éteignit, hésitant à parler directement de la disparition. Ces hommes, demanda Lévi, ont-ils dit quelle entreprise ils représentaient? Jacob lui tendit la carte de visite. Elle était blanche, avec seulement un numéro de téléphone et la mention associée en développement foncier imprimée en texte noir simple, pas de nom, pas d'adresse. Je suis en route pour parler à l'agent Brenet d'un autre sujet, dit Lévi. Je vais lui en parler. Il a toujours été un ami de notre communauté. Peut-être pourrait-il vérifier si ces hommes ont le droit de vous harceler ainsi. J'apprécierais, répondit Jacob. Même si je doute que la loi anglaise puisse faire grand-chose s'ils ne demandent qu'à acheter. Néanmoins, il serait bon que la police soit au courant. Lévi jeta un coup d'œil vers la route où le camion avait disparu. Fais attention, Jacob. Assure-toi de ne pas être seul à leur retour. Fais venir tes fils ou tes voisins. Je le ferai. Merci encore, Lévi. Que Dieu te bénisse. Lévi retourna à sa voiture, profondément troublé par cette rencontre. Alors qu'il poursuivait sa route vers la ferme d'Aaron, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le passé recommençait à ressurgir, que de vieux secrets refont surface. L'entrée de la propriété d'Aaron était marquée par 2 piliers de pierre usés par les intempéries, dressés depuis plus d'un siècle. Alors que Lévi ralentissait pour tourner, il aperçut une voiture de police garée de l'autre côté de la route, le moteur au ralenti. La vitre du conducteur était baissée, et à travers elle, il aperçut un visage familier derrière des lunettes de soleil noires, l'agent Paul Brenet. Lévi s'arrêta et se gara, puis traversa la route tranquille. À son approche, Brenet retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux fatigués qui s'adoucirent en le reconnaissant. « Le Viap, dit Brenet chaleureusement, content de te voir. Comment vas-tu? Bonjour, agent Brenet. Je vais bien, merci. Lévi jeta un coup d'œil à la portion de route déserte. Êtes-vous en poste ici aujourd'hui?
Il semble inhabituel qu'une personne de votre rang soit en patrouille. Brené gloussa. Je surveillais juste le coin. Je passais par là par hasard et j'ai vu l'ancien appartement d'Aaron. Son expression devint plus solennelle. J'ai du mal à croire que cela fait 10 ans. Il m'arrive encore de penser à cette affaire. C'est gentil de ta part de t'en souvenir, répondit Lévi, ému par la sincérité de la voix de Brené. En fait, je te cherchais au poste plus tôt dans la journée. J'ai quelque chose à te dire, à propos de l'affaire Aaron. Oh. Les sourcils de Brené se haussèrent légèrement. Oui. J'ai trouvé quelque chose à toi chez Aaron. Lévi retourna à sa voiture et récupéra le gilet. C'était dans un coffre avec d'autres affaires. Je crois que c'est à toi. Brené prit le gilet et l'examina d'un air perplexe. Un gilet? Je ne. Il le retourna et vit son nom brodé dessus. Son visage s'éclaira. Oh oui, c'est vrai. Ceci est mien. Je l'avais complètement oublié après toutes ces années. Comment est-il arrivé chez mon frère? Demanda Lévi. Brené rendit le gilet par la fenêtre et se frotta la mâchoire, pensif. C'était ce matin-là, le matin de leur départ. J'étais passé discuter avec Aaron, et Myriam, pleine de gentillesse, m'a invité à prendre le petit déjeuner. Elle n'a pas voulu accepter un refus. Tu sais comment elle était. Lévi hocha la tête, se souvenant de l'hospitalité légendaire de sa belle-sœur. Eh bien, quelle maladresse. J'ai renversé de la soupe de légumes sur mon gilet. Myriam a insisté pour le laver, disant qu'il tâcherait si on le laissait faire. J'ai protesté, bien sûr, mais... Brené haussa les épaules. Tu n'as pas discuté avec Myriam, Lévi, quand elle a décidé de t'aider. Je n'ai jamais entendu parler de cette visite, dit lentement Lévi. Puis-je vous demander de quoi vous parliez avec Aaron ce matin-là? Une lueur traversa le visage de Brené. Était-ce de la nervosité? Oh, ça fait si longtemps. Je crois que c'était une question de sécurité du quartier. Il y avait des projets d'aménagement dans le quartier qui inquiétaient certains habitants. Des projets d'aménagement? Lévi se pencha légèrement. Aaron m'en a parlé un jour. Des promoteurs privés veulent construire une route à l'arrière de sa propriété. C'est exact, dit Brené, semblant se détendre. Une entreprise faisait pression pour acheter des terrains pour un projet. La communauté était inquiète, alors le service a collaboré avec les autorités locales pour suspendre le projet. Je devais probablement prendre des nouvelles d'Aaron pour m'assurer que personne ne faisait pression sur lui. Lévi pensa à l'expression effrayée de Jacob Yodar quelques minutes plus tôt. En parlant de pression. Je reviens de la ferme de Jacob Yod. 2 hommes en uniforme sombre étaient là, essayant de le forcer à vendre sa terre. Ils l'ont harcelé toute la semaine. L'expression de Brené se durcit. Uniforme sombre? Pas de badge d'entreprise. Aucun que j'ai vu, dit Lévi. Ils sont partis quand j'ai menacé d'appeler la police, mais ils ont dit qu'ils reviendraient. Il sortit sa carte de visite. Ils ont laissé ceci, associé en développement foncier et juste un numéro de téléphone. Brené prit la carte, l'étudia brièvement, puis la lui rendit. Je vais me renseigner. Je parlerai à Jacob moi-même. On ne peut pas laisser des gens intimider nos voisins amiches. J'apprécierais. La communauté vous fait confiance, agent Brené. Vous avez toujours été bon envers nous. Brené s'apprêtait à réagir lorsque son regard se posa sur quelque chose derrière Lévi. Sa posture changea complètement, alerte, concentrée. Lévi se retourna et vit un camion noir s'approcher en direction de la ville. C'était le même camion de la ferme de Jacob Yodar. Écoute, Lévi, dit Brené rapidement en démarrant son moteur. Je vais certainement suivre ça de près. Parle à Jacob, et on devrait discuter plus en détail du cas de ton frère. Il y a peut-être des liens intéressants à explorer, mais pour l'instant, j'ai un rendez-vous important que je ne peux pas manquer. Bien sûr, répondit Lévi en reculant. Merci pour ton temps. Et merci d'avoir rendu le gilet, lança Brené en s'engageant sur la route. Prends soin de toi, Lévi. Lévi observa la voiture de patrouille suivre le camion noir à distance. Brené semblait déjà en mouvement, enquêtant sur les hommes qui avaient harcelé Jacob. Cela lui apporta une certaine assurance. Il franchit le portail de la ferme, remarquant que l'allée de gravier était devenue plus envahie de mauvaises herbes que de pierres. La maison elle-même se dressait telle une sentinelle fatiguée, sa peinture blanche s'écaillait,
ses volets pendus de travers. À vendre le panneau qu'il avait posé 5 ans après la disparition était toujours debout, penché, abîmé par les intempéries, décoloré par le soleil et le temps. Durant ces 5 années, seule une poignée de personnes s'étaient montrées intéressées. Aucune n'avait donné suite. La propriété, malgré son état d'abandon, était magnifique, 40 acres de terres agricoles de premier choix, une grange robuste et la ferme à 2 étages qu'Aaron avait si soigneusement entretenue. Mais la communauté amish était insulaire, et les acheteurs anglais étaient souvent réticents à acquérir des terres au cœur de la plaine. Parallèlement, la plupart des familles amish possédaient déjà leurs terres, ou ne pouvaient pas se permettre le prix demandé. Lévi se gara et entra dans la maison avec sa clé. La poussière flottait dans la lumière de l'après-midi, pénétrant à travers les vitres sales. Dans le garde-manger, il trouva des produits de nettoyage miraculeusement encore utilisables et entreprit le long travail de rendre la cuisine présentable. Il balayait les crottes de souris dans les coins lorsqu'il entendit une voiture s'engager dans l'allée. Par la fenêtre, il aperçut une berline qu'il ne reconnut pas. Un homme en tenue de ville en sortit et examina la voiture penchée point à vendre panneau, puis je me suis dirigé vers la maison. Lévi l'a rencontré à la porte. « Bonjour », dit l'homme avec un sourire appliqué et raffiné. « J'ai remarqué le accent grave vendre panneau. Cette propriété est-elle toujours disponible ?»« Oui, c'est vrai », répondit Lévi. « J'en suis le propriétaire, ou plutôt, je le gère pour la famille. »« Excellent. Je suis très intéressé. Puis-je jeter un coup d'œil ?» Lévi lui fit signe d'entrer. « Bien sûr. Mais je te préviens, il faut y faire des travaux. C'est vide depuis des années. » L'homme traversait les pièces d'un pas rapide, le regard vif et analytique. Il ne semblait pas particulièrement préoccupé par l'état de la maison. Au contraire, il regardait par les fenêtres, observant les lignes de vue, hochant la tête pour lui-même. « Quel est votre prix demandé ?» demanda-t-il finalement. Lévi a cité le même chiffre qu'il avait retenu il y a 5 ans, la juste valeur marchande du terrain et des bâtiments. L'homme rit. « Pour cette condition ? Je t'en donne la moitié. » « C'est bien en dessous de la valeur du terrain, » protesta Lévi. « La superficie est. » « Au milieu de nulle part, » interrompit l'homme. « Entouré de fermes amish. Potentiel de développement limité. La moitié du prix demandé est généreux. » Lévi se sentait partagé. L'offre était insultante, et pourtant la maison était restée vacante si longtemps. Chaque mois qui passait signifiait davantage de détérioration, d'entretien et de pertes. Je pourrais peut-être descendre de 15%. On se retrouve au milieu, coupa l'homme en sortant une carte pliée de sa veste. Je vais te montrer mes plans pour la propriété. Il étala la carte sur le comptoir poussiéreux. Lévi vit la ferme délimitée en rouge, avec diverses notes de développement griffonnées tout autour. Mais quelque chose a alors attiré son attention. Un autre marquage, loin au nord, au cœur de la région montagneuse. Il était entouré de symboles étranges qu'il ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lévi en désignant le marquage de la montagne. L'homme y jeta un bref coup d'œil, puis replia rapidement cette partie de la carte en dessous. « Rien à voir avec cette propriété, » dit-il d'un ton catégorique. « Maintenant, en ce qui concerne la ferme, je pense la convertir en une retraite à la campagne, peut-être un bed and breakfast pour répondre aux besoins des touristes intéressés par le pays amish. » Il continua de parler, mais Lévi se sentit distrait par cet aperçu du marquage de la montagne. Quelque chose le harcelait, sans qu'il puisse dire pourquoi. Après de nouvelles négociations, ils se mirent d'accord sur un prix inférieur à celui espéré par Lévi, mais supérieur à l'offre initiale, jugée insultante. Cela suffirait à payer les impôts restants et à subvenir aux besoins de sa mère. « Excellent, » dit l'homme en sortant une carte de visite. « Venez à mon bureau, on préparera les papiers. Pouvez-vous me suivre ? J'aimerais qu'on agisse vite. » Lévi hésita. Il semblait pressé. Mais cela faisait 5 ans qu'il essayait de vendre. Très bien. Montrez la voie. Il ferma la ferme à clé et monta dans sa voiture, suivant la berline sur la route de campagne. L'immeuble de bureau apparut soudain au détour d'un virage, sa construction moderne en verre et en acier contrastant avec le paysage bucolique. Il se dressait seul dans ce qui avait été un champ de maïs, entouré d'un vaste parking qui semblait excessif pour un endroit aussi isolé. Lévi a suivi la berline de l'acheteur sur le terrain et s'est garé à côté. Un établissement impressionnant, commenta Lévi alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, même si en privé, il trouvait le bâtiment froid et peu accueillant.
Nous croyons qu'il faut faire une déclaration, répondit l'homme en tenant la porte ouverte. Un environnement professionnel pour des échanges professionnels. L'intérieur était tout en parquet ciré et mobilier minimaliste. À la réception était assise une femme en uniforme sombre, le même style que celui des hommes qui avaient menacé Jacob Yodet, réalisa Lévy avec surprise. Pas de logo d'entreprise, pas d'écusson distinctif. Voici Monsieur Lapp, lui dit l'acheteur. Il a besoin d'un enregistrement de visiteur. Bien sûr, dit-elle en faisant glisser un formulaire sur le bureau. J'aurai besoin de votre permis de conduire et de votre signature ici, ici et ici. L'acheteur regarda sa montre. Je vais préparer les contrats. Mon bureau est juste au bout du couloir. Dès que vous aurez terminé. Il s'éloigna à grands pas, laissant Lévy à la réceptionniste. Lévy chercha son permis à tâtons, peu habitué à de telles formalités. Dans son monde, les accords se concluaient par des poignées de main et la confiance. Tandis que la femme saisissait ses informations sur son ordinateur, un mouvement extérieur attira son attention. Par la grande fenêtre donnant sur le parking, il aperçut le camion noir de tout à l'heure s'engager. Derrière lui, la voiture de patrouille de l'agent Brenet le suivait à distance, mais au lieu de s'arrêter, les deux véhicules continuèrent leur route, dépassant le bâtiment, remontant la route de montagne qui serpentait derrière la propriété. « Madame, dit Lévy, qu'est-ce qu'il y a sur cette route de montagne ?» Elle leva brièvement les yeux de son clavier. « Je ne sais pas. Il faudrait demander à Monsieur Davison. »« Monsieur Davison, c'est bien lui qui achète ma propriété ?» ?»« Oui. » Elle est retournée à son écran, clairement désintéressée par la conversation. En attendant qu'elle ait terminé, Lévy se dirigea vers une zone d'exposition près des vitrines. Une grande maquette architecturale était exposée sous verre, une représentation miniature de plan d'urbanisme. Il se pencha et reconnut immédiatement la topographie. Il y avait la montagne. Il y avait la vallée où la communauté amish vivait depuis des générations. Il y avait les routes sinueuses qu'il avait empruntées toute sa vie. Mais dans la maquette, tout était différent. Là où se dressaient désormais les fermes amish, la maquette montrait des bâtiments commerciaux, des lotissements, des centres commerciaux. Sa propre maison. Celle de sa mère. Les propriétés d'Aaron. La ferme de Jacob Yodet au tout cela remplacé par des structures modernes. Des routes traversaient des terres jusque-là vierges. Une seule zone restait inexploitée sur la maquette, un point sur la montagne marqué par ce qui semblait être une église ou un mémorial. Lévy examina la petite pancarte à côté. Mémorial du patrimoine amish. Préserver la mémoire des habitants de Pennsylvanie. Mémoire. Pas présence. La mémoire, comme si elle était déjà partie. Son sang se glaça en reconnaissant l'endroit sur la montagne. C'était le même endroit que celui indiqué sur la carte de l'acheteur plus tôt. Il regarda de nouveau par la fenêtre, où la poussière des véhicules flottait dans l'air. Est-ce là que Brenet se dirigeait ? « Monsieur, j'ai besoin que vous signiez ces formulaires. » « En fait, dit Lévy en reculant vers la porte, je viens de me rappeler d'une urgence. Veuillez dire à Monsieur Davison que je dois reporter mon rendez-vous. » Ses yeux se plissèrent. Il t'attend. Il a préparé tous les papiers. Je reviendrai plus tard dans la journée. Demain au plus tard. Je suis désolé, monsieur. Monsieur Davison n'aime pas qu'on le fasse attendre. Mais Lévy avait déjà franchi la porte. Derrière lui, il l'entendit décrocher le téléphone, parlant d'un ton pressant à quelqu'un. Il courut jusqu'à sa voiture, démarra le moteur et quitta rapidement le parking. La route de montagne était plus accidentée que les routes principales, conçues pour les camions forestiers et les véhicules d'entretien plutôt que pour la circulation normale. La voiture de Lévy rebondissait sur les nids de poules et les surfaces ondulées à mesure qu'il prenait de la hauteur. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la canopée des arbres, créant un effet stroboscopique qui le fit plisser les yeux. Il ne savait pas exactement ce qu'il s'attendait à trouver, mais son instinct lui disait qu'il devait voir ce qui se passait sur cette montagne. Le mémorial du modèle aux Amish, la pression renouvelée sur les propriétaires fonciers, le comportement étrange de Brenet, le lien avec les événements d'il y a 10 ans, tout cela tourbillonnait dans son esprit comme les pièces d'un puzzle refusant de s'assembler. La route de montagne devenait plus raide et plus isolée à chaque kilomètre. La voiture de Lévy peinait à maintenir la pente, et il dut rétrograder 2 fois pour maintenir sa vitesse. Les arbres se pressaient de chaque côté, leurs branches formant un tunnel de verdure au-dessus de leur tête. Pendant près d'1 heure, il grimpa, ne croisant aucun autre véhicule,
ne voyant aucun signe d'habitation, hormis quelques poteaux électriques marquant le parcours. Finalement, la route s'aplanit et déboucha sur une zone dégagée. À travers les arbres clairsemés, Lévi aperçut la voiture de patrouille de l'agent Brenet, garée près d'une clôture de chantier. Il s'engagea sur une petite aire de repos, partiellement cachée par les broussailles, coupa le moteur et sortit dans l'air de la montagne. Le chantier s'étendait devant lui, plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Du matériel lourd était immobilisé pour l'instant, un bulldozer, une excavatrice, des piles de bois et de pierre. La structure qui prenait forme était effectivement conçue pour ressembler à une maison de réunion amish, maison plus grandiose et plus élaborée que n'importe quel bâtiment ordinaire. C'était l'idée touristique de l'architecture amish, des toits pointus et des touches décoratives qu'aucune communauté amish réelle n'approuverait. Lévi se rapprocha, restant à la limite des arbres. À travers le grillage, il aperçut Brenet, debout avec les 2 hommes de la ferme de Jacob Yodet. Leur voix portait la brise de la montagne. La maison commémorative sera parfaite, disait l'un des hommes. Préserver la mémoire de la culture amish dans cette région. Les touristes adorent ce genre de choses. Ils viendront par car sentier pour découvrir l'authentique patrimoine amish. Un récit touchant, ajouta l'autre. Comment le mode de vie simple des amish n'a pas pu survivre aux pressions modernes. Très touchant. Très commercialisable. Brenet hocha la tête. Le projet pourra commencer une fois que les familles restantes seront convaincues de déménager. Combien de temps avant? C'est un projet à long terme, interrompit le premier homme. Nous avons déjà attendu 10 ans. Nous pouvons attendre encore un peu. Mais avec votre aide, monsieur l'agent, nous serons plus persuasifs cette fois-ci. Ces amish têtus, dit le deuxième homme en secouant la tête. Ils ne comprennent pas le progrès. Ils n'apprécient pas ce que nous leur offrons. Parfois, je me dis que la seule façon de les gérer, c'est... Il s'arrêta, regarda autour de lui comme pour vérifier s'il y avait des auditeurs, puis rit. Disons que cet endroit est construit sur des ossements amish. Littéralement. Nous les avons entreposés ici même. L'estomac de Lévi se serra. Il se rapprocha de la clôture, s'efforçant d'entendre. Viens, dit le premier homme à Brenet. Laisse-nous te montrer quelque chose. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le chantier. Lévi jeta un coup d'œil circulaire et aperçut un casque et un gilet de sécurité accrochés à un poteau de clôture, probablement laissé par un ouvrier en pause. Sans réfléchir, il les attrapa, les enfila et se glissa par une ouverture dans la clôture. Le gilet était trop grand. Le casque, trop lâche. Mais de loin, il aurait pu passer pour un ouvrier du bâtiment. Il garda la tête baissée et marcha d'un pas décidé, suivant le trio à distance. Ils s'arrêtèrent à l'autre bout du bâtiment à moitié terminé, là où les fondations avaient été coulées, mais où les murs n'étaient que partiellement érigés. L'un des hommes a appelé un ouvrier à proximité qui utilisait une petite pelle rétrocaveuse. « Creusez ici », ordonna-t-il en désignant un endroit marqué à la bombe de peinture orange. Pas profond, peut-être 1 mètre. L'ouvrier, perplexe, obtempéra. Le godet de la pelleteuse s'enfonça dans la terre, arrachant terre et gravier. Après quelques coups seulement, l'opérateur s'arrêta, regardant quelque chose en bas. « Ça suffit », dit le premier homme. Lui et son compagnon descendirent dans l'excavation peu profonde. Lévi s'approcha en rampant, se cachant derrière une pile de bois. Il regarda avec horreur l'un des hommes se pencher et extraire quelque chose du sol, un os, incontestablement humain, provenant probablement d'une jambe. L'homme le tendit à Brenet, qui le prit sans hésiter, le retourna dans ses mains, l'examina, puis le laissa retomber dans le trou. « Voyez-vous, dit le deuxième homme en souriant, nous les avons stockés ici. Toute la famille. Plus quelques autres qui ont été trop curieux au fil des ans. Il y en aura d'autres à l'avenir, ajouta le premier. Une fois que nous aurons éliminé les amish restants en tuant certains si nécessaire, en effrayant les autres pour qu'ils partent, toute cette vallée sera à nous pour y développer. Centres commerciaux, lotissements, attractions touristiques. Quelque chose de réellement productif, pas seulement des terres agricoles pourrissantes entre les mains de gens arriérés. Lévi avait le souffle coupé. Ses poings se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il était venu ici en espérant des secrets, peut-être de la corruption, peut-être des moyens de pression, mais pas ça. Pas d'ossements. Pas de corps enterrés. Pas de meurtre. Il s'accroupit encore plus, son cœur battant si fort qu'il craignait de le trahir. Une fois les nouveaux permis obtenus, disait l'un des hommes,
nous aplanirons ce versant de la montagne. Nous étendrons le réseau routier. Nous construirons des plateformes d'observation. Des navettes relieront le mémorial au village commerçant. Le tout sera coordonné par une image de marque. Propre. Nostalgique. Maîtrisé. Brené marmonna quelque chose en guise d'approbation, mais Lévy ne put le comprendre. Les hommes reprirent leur marche, tournant au coin d'une pile de panneaux de béton. Lévy en profita pour bouger. Il contourna le bâtiment, s'accrochant à l'ombre. Son casque bougea sur sa tête. La sueur ruisselait sur son visage. Son esprit s'emballa, il devait sortir, trouver un téléphone, prévenir quelqu'un. Mais qui le croirait? Il atteignit de nouveau la clôture, se cachant derrière une brouette tandis qu'un ouvrier passait à proximité. L'homme ne regarda pas à deux fois. Lévy s'approcha lentement de l'ouverture par laquelle il s'était glissé plus tôt. Mais une voix l'appela derrière lui. « Et toi? Où est ton badge ?» Lévy ne se retourna pas. Il s'enfuit. Derrière lui, des cris éclatèrent. Des pas résonnèrent sur le gravier. Un cri d'avertissement, « Arrêtez-le !» résonna contre les arbres. Il franchit la clôture, son gilet de sécurité flottant derrière lui comme un signal d'alarme, traversa la clairière et plongea dans les broussailles. Des branches lui écorchèrent les bras et le visage tandis qu'il descendait la pente à coups de griffes, glissant dans la terre meuble et les feuilles mortes. Des coups de feu ont claqué dans l'air derrière lui, deux, peut-être trois. Il ne s'est pas arrêté. Sa voiture était toujours cachée dans le carrefour. Il ouvrit brusquement la portière, arracha son gilet et son chapeau, les jeta sur le siège et tourna la clé. Le moteur démarra en rugissant. Les pneus dérapèrent tandis qu'il pivotait le véhicule et fonçait sur la route de montagne. Le soleil était plus bas, projetant de longues ombres sur le sentier, mais Lévy ne ralentit pas. Son seul objectif était de fuir. Il ne pouvait pas fuir ce qu'il avait vu, mais il pouvait le dénoncer. Il ne savait pas encore qui appeler. La police d'État? Un journaliste? Quelqu'un qui se souvenait encore des disparitions d'il y a 10 ans. Tout ce qu'il savait, c'était ceci. Le passé n'était pas enterré. Il respirait encore. Et ceux qui avaient bâti leur empire sur des ossements n'en avaient pas encore fini. Pas à moins que quelqu'un ne les arrête. Et vous nous aiderez, n'est-ce pas, officier, dit le deuxième homme à Brené. Comme avant. Votre position, votre réputation dans la communauté, des atouts inestimables. Brené hocha lentement la tête. Le département me fait confiance pour gérer les affaires amish, a-t-il déclaré. Ils ne remettront pas en question mes rapports. Lévy recula, tout tremblant. Aaron. Myriam. Les enfants, là, sous ce monument obscène à leur mémoire. Il se força à repartir silencieusement et prudemment par où il était venu. Arrivé à la clôture, il retira son casque et son gilet, les laissant là où il les avait trouvés. Il courut vers sa voiture, la démarra et redescendit la montagne aussi vite qu'il l'osait. Son téléphone portable n'affichait aucun signal sur le chantier, mais à mi-chemin, 2 barres apparurent. Il s'arrêta, les mains tremblantes, en composant le 911. 911, quelle est votre urgence? Je m'appelle Lévy Lapp, dit-il d'une voix assurée. Je dois signaler un meurtre. Plusieurs meurtres. Et la corruption policière. Monsieur, veuillez vous calmer. Où êtes-vous? Lévy a donné les balises de route de montagne qu'il avait notées. Il y a un chantier en haut. Ils construisent un faux mémorial amish. Je viens de les voir déterrer des ossements humains. L'agent Paul Brené est impliqué. Il est corrompu. Il travaille avec les promoteurs qui ont tué la famille de mon frère il y a 10 ans. Monsieur, ce sont des accusations très graves. En êtes-vous certain? J'ai vu les os, la voix de Lévy se brisa. Je les ai entendus parler de massacrer d'autres familles amish. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. Creusez là où ils ont creusé. Vous trouverez des preuves. Nous dépêcherons immédiatement des unités, monsieur. La police d'État sera également prévenue, compte tenu des allégations de corruption d'agents. Veuillez rester où vous êtes. Lévy attendit, moteur tournant, les yeux fixés sur la route. 15 minutes plus tard, il entendit des sirènes. Plusieurs voitures de police apparurent, gravissant la montagne à toute vitesse. Il les suivit. Sur le chantier, un chaos organisé a éclaté. Les policiers ont investi la zone.
Brenet est sorti du bâtiment, a aperçu les voitures de police et a pâli. Alors que les deux promoteurs tentaient d'atteindre leur camion, Lévy gara sa voiture en travers de leur chemin, les bloquant. Brenet s'approcha de lui, essayant de maintenir son autorité. « Lévy, qu'est-ce que tu fais ? Déplace ton véhicule. »« J'ai tout vu, » dit Lévy en sortant de sa voiture. « Les os. La famille de mon frère. Peut-être d'autres. Vous avez contribué à leur assassinat. C'est ridicule, a déclaré Brenet. Messieurs les agents, cet homme porte des accusations insensées. Mais les policiers fraîchement arrivés étaient déjà en mouvement. Un sergent que Lévy ne reconnaissait pas dit. Officier Brenet, veuillez vous retirer pendant l'enquête. Ces allégations sont graves. C'est un malentendu, protesta Brenet. Cet homme est accablé de chagrin et se fait des idées. Alors, ça ne vous dérange pas si nous regardons autour de vous, dit le sergent. Des équipes d'agents sont entrées sur le chantier. Les ouvriers ont reculé, confus et inquiets. Là, dit Lévy en désignant l'excavation. Ils ont creusé là. Les ossements sont là. Deux officiers sautèrent dans le trou. Quelques instants plus tard, l'un d'eux cria. Sergent, nous avons des restes humains ici. Brenet se tourna pour courir. Un craquement sec fendit l'air, un coup de semonce tiré vers le ciel. Que personne ne bouge, a crié un officier. Brenet se figea. Les deux promoteurs, qui avaient atteint la moitié du chemin jusqu'à leur camion, s'arrêtèrent également. Les policiers intervinrent, armes au poing mais pointées vers le sol. Les mains derrière la tête. À genoux. Un par un, Brenet et les deux hommes furent menottés. Le visage de Brenet exprimait la défaite tandis qu'il le conduisait vers une voiture de patrouille. Les promoteurs tentèrent de protester, de clamer leur innocence, de réclamer des avocats, mais les policiers restèrent professionnels et impassibles. Nous devons aller à leur bureau, dit Lévy au sergent. L'homme qui essaie d'acheter ma ferme d'Avison est impliqué. Il est dans l'immeuble de bureau au pied de la montagne. Le sergent hocha la tête. On s'en occupe. Vous devrez venir au poste pour faire une déposition complète. Le convoi de véhicules de police redescend la montagne, les lumières clignotantes mais les sirènes désormais silencieuses. Devant l'immeuble de bureau moderniste, d'autres voitures de police convergeaient. Les policiers entrèrent tandis que Lévy attendait dehors. À travers les parois vitrées, il vit Davison menotté, le visage choqué de la réceptionniste, des papiers saisis. Alors qu'il se préparait à partir pour le poste de police, Lévy regarda la montagne. Quelque part là-haut, caché depuis 10 ans, sa famille gisait en terre impie. Mais ils avaient été retrouvés. Finalement, ils ont été retrouvés. Le commissariat de New Holland n'avait jamais connu une telle activité. Les agents avançaient avec détermination dans les couloirs, et Lévy regardait par les fenêtres de l'entrée Brenet être conduit à l'intérieur où son uniforme trahissait désormais la confiance qu'il incarnait autrefois. Les deux promoteurs les suivirent, leur arrogance passée remplacée par un silence maussade. Davison arriva dernier, toujours dans son costume d'affaires, le visage pâle sous le choc. Un détective en costume gris s'est approché de Lévy. « Monsieur Lapp, je suis l'inspectrice Sarah Chen de la police d'État. Nous allons mener cette enquête, compte tenu des circonstances. Pourriez-vous m'accompagner, s'il vous plaît ?» Elle le conduisit dans une petite salle d'interrogatoire, propre et épurée, avec juste une table et des chaises. Un enregistreur était placé entre les deux. « Je sais que cette journée a été éprouvante, » dit doucement l'inspecteur Chen. « Mais j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Prenez votre temps. » Lévy commença par la cérémonie du souvenir du matin, d'une voix posée, racontant la découverte du gilet sur la photo, sa découverte chez Aaron, sa tentative de le rendre à Brenet. Il décrivit la rencontre à la ferme de Jacob Yodar, l'étrange rencontre avec Brenet sur la route, la tentative de vente précipitée de la propriété, et enfin ce dont il avait été témoin sur le chantier de construction en montagne. L'inspectrice Chen prenait des notes, demandant parfois des éclaircissements. Lorsque Lévy eut terminé, elle posa son stylo. « Monsieur Lapp, pouvez-vous me parler de l'enquête initiale d'il y a 10 ans ?» Lévy bougea mal à l'aise. Ce fut très bref en moins d'une semaine. L'agent Brenet a dirigé l'enquête, affirmant être l'agent de liaison pour les affaires Amish. Il a posé des questions, visité la maison, mais... Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Nous, les Amish, ne coopérons pas volontiers avec les autorités extérieures. Ce n'est pas notre façon de faire.
La plupart des membres de la communauté pensaient qu'Aaron et sa famille étaient partis volontairement. Peut-être pour rendre visite à des proches. Peut-être pour déménager. Lorsqu'ils ne sont pas revenus, nous avons pensé qu'il y avait peut-être un conflit dont nous ignorions l'existence, une raison pour laquelle ils avaient choisi de rester à l'écart. Mais ton frère n'a jamais mentionné son intention de partir? Non. Enfin, il a mentionné la pression d'une société immobilière. Il voulait acheter son terrain. Il possédait plus que la plupart des gens de notre communauté. Non pas que nous ayons une hiérarchie à proprement parler, mais Aaron avait hérité de notre père et avait acheté des parcelles supplémentaires au fil des ans. Il était un propriétaire foncier important. Le détective Chen hocha la tête. Nous avons trouvé quelque chose au bureau de Davison qui pourrait vous intéresser. Un journal. Des comptes rendus très détaillés de leur projet, y compris des entrées concernant l'agent Brené. Lévy se pencha en avant. Brené en faisait partie? Plus qu'une partie, répondit-elle. D'après ce que nous avons lu jusqu'à présent, c'est lui qui a organisé l'enlèvement. Il a utilisé sa position et sa confiance dans votre communauté ou pour se rapprocher de votre frère. Le journal suggère que Brené était à leur solde depuis des années, leur fournissant des informations sur les familles susceptibles de vendre, celles qui étaient vulnérables. Lévy se sentait mal. Toutes ces fois où Brené avait aidé à la construction des granges, dirigé la circulation pendant les récoltes, respecté leurs coutumes, tout cela n'était que mensonge. L'officier en qui nous avions le plus confiance, dit-il doucement. Il mangeait à nos tables. Il connaissait le nom de nos enfants. Je suis désolé, dit l'inspecteur Chen. Je sais que c'est une terrible trahison. Comment ont-ils? Qu'est-il arrivé à la famille de mon frère? Le sais-tu? Nous en saurons plus après les interrogatoires, mais d'après le journal et les preuves, nous pensons qu'ils ont été attirés vers un endroit isolé, probablement le site montagneux où les travaux ne commenceraient pas avant des années. Votre frère a probablement refusé leur dernière offre. La situation s'est envenimée. Et puis, ils ont dû réduire toute la famille au silence. Les enfants aussi, conclut Lévy. Pour ne laisser aucun témoin. C'est notre théorie. Les résultats ADN confirmeront si les restes sont bien ceux de votre famille, mais étant donné que votre disparition est la seule disparition d'Amish dans la région au cours des 10 dernières années, c'est hautement probable. Ont-ils jamais obtenu des terres? Est-ce que ça en valait la peine pour eux? Le détective Chen a vérifié ses notes. Non. Les registres municipaux ne font état d'aucune vente à leur entreprise. Après la disparition de ton frère, il semble qu'il se soit retiré. Peut-être par crainte d'attirer l'attention. Toutes ces morts, pour rien. Ils ont attendu 10 ans avant de réessayer. Lévy mit sa tête dans ses mains. Mon frère les a combattus, et on n'a jamais su. Si j'avais été là. J'étais dans l'Ohio à l'époque, je travaillais. Je ne suis revenu qu'après leur disparition. Si j'avais su s'est démêlé avec ses promoteurs. Vous ne pouvez pas vous en vouloir, dit fermement le détective Chen. La faute incombe aux hommes qui ont fait ça. Nous, les Amish, vivons dans l'acceptation, dit Lévy en levant la tête. Nous croyons qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu et ne pas lutter contre le monde. Mais parfois, cette acceptation nous rend aveugles au mal. Nous aurions dû insister davantage il y a 10 ans. Nous aurions dû exiger de vraies réponses au lieu d'accepter ce que Brené nous disait. Un coup frappé à la porte les interrompit. Un officier jeta un coup d'œil à l'intérieur. Inspecteur, le membre de la famille est ici. Une certaine Madame Esther Lapp. Ma mère, dit Lévy en se levant rapidement. Il la trouva dans le couloir, son bonnet noir légèrement de travers, le visage marqué par la peur et l'espoir. Leurs regards se croisèrent, et elle lut la vérité dans son expression. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Lévy l'a attrapée alors qu'elle se balançait. Ce ne sont que des os, maman. Plus que des os, maintenant. Ils se serraient dans les bras dans le couloir éclairé au néon, mère et fils unis par un chagrin vieux de 10 ans, mais soudain renouvelé. D'autres policiers les dépassaient respectueusement, leur laissant l'espace nécessaire pour exprimer leur chagrin. Après un moment, le détective Chen s'est approché. M et Madame Lapp, l'équipe médico-légale dispose d'informations préliminaires, si vous êtes prêts. Ils ont été conduits dans une salle d'attente familiale, plus confortable que la salle d'entretien, avec des chaises plus moelleuses et des boîtes de mouchoirs sur chaque surface. Une femme en blouse blanche entra, son expression professionnellement compatissante.
Je suis le docteur Martinez, du département de médecine légale, a-t-elle déclaré. Les restes que nous avons récupérés datent d'environ 10 ans. Grâce à la décomposition et à l'analyse du sol, nous avons trouvé des ossements de tailles diverses, ceux d'un homme adulte, d'une femme adulte et d'enfants d'âge différents. Esther émit un cri semblable à celui d'un animal blessé. Lévi lui serra la main. Nous aurons besoin d'échantillons d'ADN de vous deux pour confirmer votre identité, a poursuivi le docteur Martinez. Mais les âges et les numéros correspondent à ceux des membres de votre famille disparus. Pouvons-nous voir, demanda Esther d'une voix à peine audible. Le docteur Martinez hésita. Ce ne sont pas des restes intacts, Madame Lapp. Mais si vous pensez que cela peut vous aider, nous pouvons vous montrer quelques-unes des preuves que nous avons recueillies. Ils furent conduits dans une autre pièce, où des sacs de preuves étaient posés sur une table métallique stérile, des os nettoyés et étiquetés, des fragments de tissu, une petite chaussure qui aurait pu convenir à un jeune enfant. Des effets personnels restés 10 ans enfouis dans le sol. Esther fouilla dans son sac, les mains tremblantes, et en sortit une photo la même que celle de la cérémonie du souvenir. Aaron et Myriam sur le porche, les 5 enfants classés par taille, tous souriant au soleil d'une matinée d'il y a 10 ans. Elle le brandit, comparant les visages vivants au reste sur la table. C'est eux, murmura Esther. Mon fils. Mes petits-enfants. Ils se tenaient dans cette pièce stérile, contemplant ce qui restait d'une famille qui avait ri, prié et travaillé ensemble. Lévi repensa à toutes ces années d'interrogation et d'espoir s'effaçant peu à peu de questions qui semblaient vouées à rester à jamais sans réponse. Maintenant, il savait. C'était terrible. Mais c'était aussi, d'une certaine manière, un soulagement. Plus besoin de se demander si Aaron avait choisi de partir. Il n'y avait plus aucun doute s'il l'avait laissé tomber. Fini les pensées obsédantes d'une autre vie, vécue ailleurs. Ils étaient là. Ils n'étaient jamais partis. Nous leur trouverons un lieu de repos convenable, dit doucement Lévi. Au cimetière. Avec les autres. Ils rentreront. Esther hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage buriné. Elle toucha de nouveau la photo, puis la remit soigneusement dans son sac. Ils avaient enfin trouvé la famille d'Aaron. Et bien que la découverte ait apporté du chagrin, cela a également apporté le début de la paix.